Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve en ce dimanche pour faire la présentation du Tour du Pays Basque. On va revenir un petit peu sur le parcours, le palmarès de cette épreuve, la liste de départ vraiment très alléchante et puis je vous donnerai le programme télé pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir les shorts sur YouTube, sur TikTok également, juste après l'arrivée des grandes compétitions, notamment aujourd'hui le Tour des Flandres, masculin, féminin, qui se suivront. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie vraiment les gens qui le font. Et puis, vous pouvez également, quand vous vous abonnez à la chaîne, ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, et je remercie les gens qui le font aussi, plus ça permet de mettre en avant la vidéo sur eh bien, les fils YouTube de d'autres personnes, tout simplement. Tour du Pays Basque, eh bien, c'est pour moi la course là, par étape d'une semaine la plus dure de l'année. On n'a pas l'impression quand on voit le parcours, mais il y a toujours des pourcentages. Et puis, il y a rarement d'étapes toutes plates. C'est-à-dire que même une étape, on va dire, plus simple, là on pourrait penser notamment à l'étape numéro 2, bah, il y a toujours des côtes au programme. C'est toujours mal plat en fait, ce Tour du Pays Basque. Contrairement au Tour de Catalogne où parfois on peut avoir des étapes plates, c'est quasiment pas possible sur le Tour du Pays Basque. Et puis, c'est toujours très intense en fait. Il y a beaucoup d'intensité tous les jours de course. Ça roule rarement lentement sur le Tour du Pays Basque. On roule souvent sur des grosses intensités. Et puis cette année, on pourrait avoir l'impression que le parcours n'est pas très pentu, mais il y a toujours une bosse dans les 10 derniers kilomètres. Quasiment tous les jours, vous avez une bosse dans les 10 derniers kilomètres, vous avez un sprint intermédiaire. Donc il y a toujours quelque chose pour dynamiter la course. Il y a toujours un petit élément qui peut faire mal. Donc ça, c'est assez marrant à suivre le Tour du Pays Basque pendant cette semaine juste après Pâques. Et puis cette année, on a une énorme liste de départ parce qu'on s'aperçoit que autant à une époque, c'était le Tour de Catalogne qui était en Espagne la course je dirais importante de l'année, autant on s'aperçoit que maintenant c'est le Tour du Pays Basque. Tout le monde va aller au Tour du Pays Basque parce que c'est quasiment le moment parfait de la saison. C'est-à-dire quand on regarde bien, on est à 15 jours des classiques ardennaises, donc pour les punchers c'est fantastique. On est à un mois du Giro, donc pour ceux qui préparent cette course c'est fantastique. Mais on est aussi encore loin du Tour de France, donc on peut, on va dire, un peu se fatiguer, un peu essayer de se mettre en route sur le Tour du Pays Basque. Autant à une époque c'était le Tour de Romandie qui était une course très importante, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est vrai que le Tour du Pays Basque est devenu une épreuve importante, c'est peut-être l'épreuve, la course par étape en avril la plus importante, avec le Tour des Alpes qui permet aussi de continuer la préparation pour le Giro. Et puis cette année, vraiment, on est gâté sur cette épreuve avec une très très belle liste de départ. Il y a vraiment du beau monde quand on regarde chez Visma, chez Soudal, chez UAE aussi, chez Bora, chez Lidl. Enfin voilà, il y a du très beau monde. Bon, trêve de bavardage, on regarde tout de suite le programme de cette épreuve au niveau du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette édition 2024 du Tour du Pays Basque. Donc, comme vous le voyez, la plaque tournante, on va dire, ça va être San Sebastian, parce que tout va se concentrer autour de San Sebastian. Pourquoi je vous montre San Sebastian? Parce que l'avantage, c'est que les coureurs auront quasiment le même hôtel chaque jour. Donc ça, c'est un avantage par rapport à d'autres courses où vous êtes obligé de souvent changer d'hôtel. Là, ça ne sera pas, je pense, quasiment pas le cas pendant toute la course. Donc Irun qui sera le départ de cette édition et on partira vers la France, notamment Cambo-les-Bains et Espelette, avant de retourner dans le Pays Basque avec eh bien, Vitoria-Gasteiz, qu'on connaît quand même pas mal. Cette ville, parce que c'est un endroit qu'on voit souvent sur le Tour d'Espagne. Je crois que même cette année, on y retourne du côté du Tour d'Espagne. Et puis la fameuse étape pour finir autour de Eibar. Là aussi, c'est un peu un classique ces dernières années du côté de ce Tour du Pays Basque. On regarde la première étape, un petit chrono pour démarrer.
Particularité, il y aura un petit peu de pavé sur ce contre-la-montre. Alors c'est 100 mètres, hein, 200 mètres de pavé, mais ça à prendre en compte, en plus c'est en légère bosse. Il y aura une montée à mi-parcours, 1,7 km à 5,1 de moyenne. Et puis je sais pas si vous voyez, mais également sur la fin, on arrivera sur un faux plat montant. Du côté de Irun, un contre-la-montre de 10 km. C'est un format qu'on a déjà vu cette saison. Donc c'est un format qui est un peu plus long qu'un prologue, mais ça reste assez court. Tirreno Adriatico, par exemple, on était sur un format de 10 km. Parfois, on peut avoir des surprises. Les punchers peuvent bien s'en sortir. Il faudra faire attention à Juan Ayuso sur un contre-la-montre de ce type-là. Le lendemain, Irun, Cambo-les-Bains, une étape moyennement difficile. On passera une première fois sur la ligne d'arrivée, ça sera au kilomètre 49,5, et puis ensuite on fera un parcours à travers la France, notamment à Hasparren, à Saint-Pierre-d'Irubie, ou encore Saint-Pé-sur-Nivelle. Donc voilà, c'est pas des grandes difficultés, mais vous voyez qu'il y aura rarement des moments plats, assez mal plats pendant toute la journée, donc c'est une journée exigeante. Sprint intermédiaire à une dizaine de kilomètres de l'arrivée du côté d'Espelette, avant l'arrivée à Cambo-les-Bains pour cette étape. C'est peut-être l'une des rares journées où on aura un hôtel peut-être en France, parce que ça sera un peu plus facile. Mais encore une fois, vous pourriez presque faire toutes les étapes depuis le même hôtel. Espelette, Halte Sassou sur cette étape. Donc on part de la France pour revenir du côté de l'Espagne, du côté du Pays Basque espagnol, 191 km. Départ au pied d'une côte de Ochindo, 7 km 8 à 6% de moyenne. Et puis on aura pas mal de côtes en milieu d'étape, comme on peut le voir, notamment à Zuararate ou à Ultsi. Un premier passage sur la ligne d'arrivée à Altasassou, ça sera au kilomètre 123, et puis ensuite il y aura encore une soixantaine de kilomètres, avec notamment la côte de Lizarosti, qui sera à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Il y aura également un sprint intermédiaire au kilomètre 182 à Etchari Aranats. Étape, donc ça c'était l'étape numéro 3. L'étape numéro 4, on part de Etchari Aranats pour aller à Legutio, 158 km. Là encore, étape vallonnée avec notamment une fin de journée. On passera une première fois à Legutio avant de rejoindre la côte de Oleata avec des gros pourcentages sur la fin. Et puis il y aura également la côte de Lench Gatzaga, je vais y arriver, encore une fois une dizaine de kilomètres de l'arrivée, donc pour dynamiter la course. Étape 5, le lendemain, un peu le même format, tous les jours, 177 km. C'est même deux étapes, ces trois étapes-là, un peu moins celle de Espelette, mais ces deux étapes-là, je trouve, se ressemblent énormément, à part la côte de Urquiola, qui est rajouté sur l'étape de Victoria Gatech, mais sinon c'est un petit peu la même chose. Aucune côte de première catégorie, un premier passage encore une fois sur la ligne d'arrivée avant un petit circuit final. On fera 2 tours autour de la côte de Muni Ketagena, 3 km 4 à 7,3 de moyenne, côte de 3e catégorie avant en finale, quasiment en descente, donc il faudra faire attention parce que vraiment il y aura très peu de temps après la descente. Et puis la dernière étape autour de Eibar, un classique. Très difficile cette étape autour de Eibar avec notamment la côte de Arzurki, Gorla, Krabelin, Trabakwa. Donc que des côtes avec des très forts pourcentages, vous voyez 9%, 6, 9, ce qui fait très difficile. Et puis une étape très condensée, très courte, 138 km seulement. Donc ça va un petit peu faire mal aux coureurs, cette semaine de course. Elle est difficile. C'est presque l'étape de lundi qui est la plus simple avec ce contre-la-montre de 10 km. On regarde tout de suite la météo sur la semaine. La météo, les conditions ne vont pas être faciles sur cette semaine de compétition. Alors certes, on devrait éviter les grosses averses, sauf mardi dans l'après-midi, où le risque de grosse pluie est importante, mais après on aura un temps nuageux. Alors je dis pas qu'il y aura peut-être pas quelques gouttes de pluie sur les quelques étapes, mais normalement ça devrait plutôt bien se passer de ce côté-là. Par contre,
au niveau du vent, là ça va être autre chose, avec du vent tous les jours. Voilà, on est entre 35 km/h pour les journées les plus calmes, à 70-75 km/h pour les journées les plus compliquées. Donc ça a vraiment soufflé, il faudra faire attention, notamment les petits gabarits, notamment avec les jantes hautes. On ne pourra peut-être pas forcément totalement les utiliser, les jantes hautes, parce que voilà, avec la prise au vent, il faudra faire très très attention. Du côté des températures, on sera entre 14, je dirais 13-14 degrés pour les minimales, et 21-22 degrés pour les températures les plus chaudes, donc des températures tout à fait agréables, et j'irais presque dans la moyenne, les moyennes un peu hautes d'un mois d'avril. On regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve. Alors, une épreuve qui a démarré il y a longtemps, en 1924, si j'ai bien noté. À l'époque, c'est Francis Pélissier qui s'était imposé devant Henri Pélissier et Charles Laqueuet dans cette... donc c'était un triplé français. Oui, ils étaient bien frères, hein. Je regardais avec Francis Pélissier, qui est peut-être le frère qui a gagné le moins de courses, même s'il a remporté des belles épreuves, hein. Je pense notamment 2 fois Bordeaux-Paris, 2 étapes du Tour de France, un Tour du Pays El Vasco, la première édition qu'il avait remporté également en 1924, devant Henri Pélissier aussi. Donc voilà, pas mal d'épreuves qu'il a remportées, mais c'est vrai que par rapport à Henri Pélissier qui a remporté 10 étapes sur le Tour de France et le Tour de France 1923, 2 Paris-Roubaix, 3 Tours de Lombardie, 1 Milan-San Remo, et Charles Pélissier qui lui a remporté 16 étapes sur le Tour de France et également deuxième de Paris-Tour, de Paris-Saint-Étienne, de Paris-Roubaix par exemple. Donc voilà, ça en impose un petit peu au niveau du palmarès par rapport à ses frères qui sont tous morts. Alors, sauf Henri qui est mort en 1935, il est mort très jeune, mais les 2 autres sont morts la même année, en 1959. Il n'y en a aucun qui a fait de vieux os en passant, hein, parce qu'ils sont tous morts assez, à 60, 65, 66 ans, mais pas si vieux que ça au final. Donc ensuite, après Francis Pélissier en 1924, c'est un Belge qui s'impose en 1925. La course qui va avoir lieu pendant une petite dizaine d'années, jusqu'en 1930. Après, il y a une interruption. Gino Bartali gagnant de 35. Et puis la course n'aura pas lieu de 1935 à 1969. Retour avec Jacques Anquetil en 1969 sur ce tour du Pays Basque. Jacques Anquetil qui en 1969 était quand même plutôt sur la fin de carrière, hein. À ce moment-là, Jacques Anquetil, hein, en 69, c'est peut-être même sa dernière année chez les professionnels. Oui, c'est ça, c'est sa dernière année chez les professionnels et c'est sa dernière victoire sur une course par étape. Si Pro Cycling Stat est à jour sur ce classement. Donc on continue avec le classement, les différents palmarès. On a Luis Ocaña 71-73. On a un Espagnol, José Antonio González également, qui remporte en 72, 75, 77, 78 cette épreuve. Giovanni Battaglin en 79. Sean Kelly en 84, 86 et 87. Stephen Roche en 89. On a Claudio Chiappucci en 91. Tony Rominger 92, 93, 94. Alex Zulu 95, 97. Laurent Jalabert en 99 qui avait fait déjà 3 fois le podium sur cette épreuve en 98, 97 et 95. On a Andreas Klöden en 2000. Ça devait être sa première grosse victoire devant Danilo Di Luca et de nouveau Laurent Jalabert. Iban Mayo en 2003, victoire à l'époque d'un coureur de Euskaltel. Menchoff en 2004. Di Luca en 2005. Contador 2008-2009
et 2014 et 2016, donc quadruplé pour lui. Juan José Cobo avait gagné en 2007, parmi les vainqueurs. Chris Horner en 2010, Quintana en 2013. Claudin avait gagné de nouveau en 2011, et puis dans ces dernières années, 2014, donc Contador, Joaquim Rodriguez, Purito en 2015 devant Sergio Henao, Contador en 2016 de nouveau devant Sergio Henao, Valverde en 2017 devant Contador et Ion Izagirre, Roglic en 2018 devant Landa et Ion Izagirre, Ion Izagirre en 2019 devant Dan Martin et Bourman, en 2020 la course avait été annulée à cause de la Covid, comme beaucoup de courses espagnoles. Primoz Roglic s'imposait en 2021, Daniel Felipe Martinez en 2022, devant Ion Izagirre et Vlasov, et en 2023 Jonas Vingegaard devant Landa et de nouveau Ion Izagirre. Donc l'épreuve qui est organisée par l'Organizaciones Deportivas Euskadi, donc qui a fait fusionner plusieurs épreuves, notamment le Tour du Pays Basque et la bicyclette basque qui avait lieu en même temps. Et le premier basque, parce qu'Iban Bayo n'était pas basque, le premier basque à remporter cette épreuve, selon Wikipédia. Si Iban Bayo était basque, non, je sais bien ce que je me disais. Donc Ion Izagirre s'était imposé en 2019, Iban Bayo, oui, je me disais bien, il était basque. Des fois je me méfie, Des fois je crois à certaines choses, et puis bon, c'est faux, mais c'est vrai que oui, en plus à l'époque, chez Euskaltel, tu étais obligé d'être basque pour intégrer l'équipe, je l'avais déjà dit plusieurs fois, sinon tu ne pouvais pas être dans cette formation. On regarde tout de suite le palmarès, la liste de départ, de cette épreuve, la belle liste de départ. Ça commence avec la Visma Leasebike, Vingegaard, Kruijswijk, Selkes. On va dire que c'est compliqué de faire beaucoup mieux, surtout si on rajoute Milan Vader, Ben Tullet par exemple. Du côté de la Quick Step, Soudal Quick Step, on a Remco Evenepoel avec Landa et Louis Vervaeke. Du côté de la Movistar, Aramburu, Formolo, Guerrero, Pelayo Sanchez. Du côté de la Borans Grohe, Roglic, Bourman, Jungels et Jane Lay avec Charman. Donc là aussi c'est du costaud. Du côté de F, on a Rigoberto Urán avec Markel Bellocchi. Également Cepeda, Chavez et Archerian également au départ. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner du côté de l'Irlandais. Du côté d'Arkea, on vient avec Clément Champoussin, avec Laurens Heuss ou encore Kevin Vauquelin. Du côté de la Jayco Alula, on vient avec Simon Yates, avec Eddie Dunbar, Mauro Schmid. Du côté de la Lidl Trek, Skiel Mose avec Guggenhardt et avec Badjoli. Du côté de la Groupama, David Gaudu avec Romain Grégoire ou encore Rémi Rochas et Quentin Paché. Du côté de la Cofidis, Ion Izagirre avec Oldani et Simon Geschke. Du côté de la UAE, on vient avec Juan Ayuso, Igor Arrieta, Del Toro, McNulty, Jevine. Donc là aussi, on vient avec du lourd. Du côté de la Bahrain Victorious, Pelo Bilbao avec Price Peterson. Du côté d'Intermarché, on vient avec Mentis, avec Alexis Fort-Prost, également du côté des Français, Vito Braet. Du côté d'Astana, on vient avec Battistella, avec Ideshkeling notamment. Du côté de Harold Terrada aussi, Harold Lopez, pardon, pas Harold Terrada. Du côté de la Total Energy, Mathieu Burgodeau, Steph Kras et Alexis Vuillermoz. Du côté de la DSM, Warren Barguil sera au départ avec Oscar Ondi. Du côté d'Ineos, Carlos Rodriguez avec Omar Fraile ou encore Thomas Pidcock. Du côté d'Euskaltel, on vient avec Godson, Martin ou encore Victor de la Parte. Avec James Fouché également. Du côté des Decathlon, on vient avec Félix Gall, Armirail ou encore Paul Lapera. Du côté de l'équipe Océan Pharma, Ron Aguirre, Unai Iribar également ou Pau Mikel. Du côté d'Alpecin, on vient avec Quinton Hermans ou encore Luca Vergalito. Du côté de la Cara Rural, on vient avec Orluis Saolar ou encore Joël Nicolao et le petit Silva également. Du côté de la Burgos, on vient avec Okamical Angelotti ou encore Aaron Gate. Et du côté de la Q36.5, Asparen, Badilati, De la Cruz ou encore Joey Roscoff. Du côté de mes favoris, alors j'ai pas différencié, là j'ai pas mis des favoris pour le sprint,
Déjà parce qu'il y a très peu de sprinters qui viennent sur cette épreuve. Ils sont pas sadomaso quand même. Donc j'ai mis surtout les favoris hommes et puis j'ai mis des coureurs à suivre. Donc les favoris pour le classement général. J'enregistre, il est 10h30, nous sommes le 31 mars. Donc il peut y avoir parfois des petites différences au niveau de la liste de départ. Premier coureur, Vingegaard bien entendu. Même si il faut quand même relativiser du côté de Vingegaard, c'est un parcours quand même très typé puncher. Il n'y a pas de longue montée de plus de 10 km par exemple. Donc on va voir face à d'autres coureurs si ça peut le faire. Moi j'ai mis Remco Evenepoel. Bon, déjà on commence par un contre-la-montre, mais c'est un terrain qui convient à Remco Evenepoel, ça forcément. C'est un parcours très typé puncher avec Landa aussi qui était en forme sur le Tour de Catalogne, ça peut peut-être le faire. Du côté du troisième coureur favori, moi je mets Roglic, même s'il a eu un Paris-Nice compliqué, je me dis que il va commencer à prendre le rythme du côté de Roglic. Et puis on sait que c'est un parcours là aussi qui lui convient bien avec sa vitesse. On va dire au sprint, dans des sprints en petit comité, donc ça peut vraiment le faire du côté de Roglic. Et puis il se termine avec Juan Ayuso, déjà parce que le contre-la-montre va lui convenir, contre-la-montre comme ça de 10 km, et que lui c'est un profil puncher. Vous savez, je compare toujours à Contador. Contador il a gagné 4 fois cette épreuve. Je serais surpris en fin de carrière que Ayuso l'ait pas remporté au moins une fois ce Tour du Pays Basque. Du côté des coureurs à suivre, Schialmose, là aussi grosse vitesse du côté du sprint. Alors j'ai failli le mettre avec les favoris, mais c'est quasiment un favori, hein, Schialmose. Très bon sur le contre-la-montre aussi. Donc c'est un coureur qui devrait bien s'en sortir. J'ai mis Bilbao, parce que coureur à domicile, hein, quasiment Bilbao. C'est à côté de chez lui, hein, c'est vraiment le Pays Basque, donc il faudra faire attention à lui. Ion Izagirre, toujours bon à cette période-là de l'année. Déjà vainqueur de l'épreuve, donc il faudra faire attention. J'ai mis Félix Gall, mais j'y crois moyen à Félix Gall, parce que je pense que c'est des montées qui sont trop courtes. Il n'a pas un grand punch, Félix Gall. Mais s'il arrive à s'en sortir, ça serait une belle évolution pour la suite de sa carrière. Du côté du programme télé, eh bien Eurosport 1, 15h30 tous les jours, sauf samedi où le direct démarrera plutôt à 15h, arrivé tous les jours entre 17h et 17h30. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!